Depuis 2014, on a un chiffre qui donne le vertige. Le nombre de locaux commerciaux vacants à Paris a bondi de près de 18%. Ah oui, c'est massif. Et c'est pas juste un chiffre sur un tableur, je veux dire, c'est une réalité physique. Bah oui, on le constate tous en se promenant dans les quartiers. C'est la boulangerie historique qui baisse le rideau, le cordonnier qui est remplacé par une énième boutique de coques de téléphone. Ou tout simplement des vitrines qui restent désespérément vides pendant des mois. Exactement. Alors, on s'est dit que pour cette plongée au cœur de la politique parisienne, on allait poser une question simple aux candidats à la mairie pour 2026. Pourquoi cette hémorragie et surtout, comment on l'arrête? Sauf qu'on ne s'attendait pas à trouver des réponses aussi diamétralement opposées. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, avant de commencer notre analyse, il faut fixer une règle du jeu essentielle. C'est très important. Les documents que nous avons épluchés balaient l'intégralité du spectre politique. Tout à fait. De l'extrême gauche à l'extrême droite. Voilà. Et notre démarche aujourd'hui, elle est purement pédagogique. On soulève le capot des programmes pour comprendre la mécanique interne. On ne distribue pas de bons points, on ne soutient aucune idéologie. On est vraiment là pour offrir une lecture objective des propositions, pour éclairer les électeurs parisiens. Bon, décortiquons tout cela. Ce qui saute aux lieux quand on lit ces textes, c'est qu'ils ne sont même pas d'accord sur la nature de la maladie. Le diagnostic fracture littéralement l'offre politique en deux. Je vais essayer de visualiser la chose. Pour la droite et le centre, le commerçant parisien, c'est une sorte d'athlète de haut niveau à qui la mairie aurait fait enfiler un gilet lesté de 20 kilos. C'est une très bonne image. Un gilet rempli de taxes, de formulaires, de normes absurdes. Et on le regarde courir un marathon en lui disant « Allez, cours !» Et c'est la fameuse vision pro-business portée par Pierre-Yves Bournazel, Rachida Dati ou encore Sarah Knafo. Pour eux, l'entrave, elle est purement publique. C'est la mairie qui crée le problème? Absolument. Pierre-Yves Bournazel, par exemple, y pointe du doigt une ville paralysée par des travaux permanents, des travaux qui sont souvent non coordonnés. Il souligne que ça peut faire chuter le chiffre d'affaires d'une boutique de 20% en quelques mois. 20%, c'est énorme pour une petite trésorerie. C'est fatal, souvent. Et Sarah Knafo va même plus loin. Elle affirme que la politique de restriction automobile, ce qu'elle appelle la chasse aux voitures, a carrément coupé les commerces de leur clientèle régionale. Donc on met un gilet lesté aux commerçants et en plus, on empêche le public de venir au stade. Voilà, c'est axé sur la contrainte, logistique et fiscale. Mais alors, quand on passe au programme de la gauche? Ah là, on change totalement de paradigme. Si je reprends ma métaphore, pour des candidats comme Sophia Chikirou ou Emmanuel Grégoire, le commerçant, c'est pas un athlète entravé. C'est un petit poisson. Un petit poisson? Oui, un petit poisson qu'on a jeté dans un bassin rempli de requins. Et ces requins, c'est la spéculation immobilière. Mais ce qui est fascinant ici, c'est de voir que pour la gauche, la norme n'est pas le problème. Le danger de mort pour l'artisan, c'est pas la piste cyclable devant sa porte, c'est le loyer vertigineux de sa vitrine. Sophia Chikirou parle de ville-vitrine, justement. Exactement. Pour eux, la loi du marché chasse méthodiquement les commerces traditionnels. Seules les grandes chaînes standardisées ou les commerces pour touristes peuvent payer de tels loyers. Donc, retirer le gilet lesté ne sauvera pas le poisson s'il se fait dévorer par les requins de l'immobilier. C'est toute la logique anti-spéculation. Mais pour appliquer un remède quel qu'il soit, il faut un budget. Et là, on arrive face au grand éléphant dans la pièce. Le mur qui attend le prochain locataire de l'hôtel de ville. Un mur de 10 à 12 milliards d'euros. La dette parisienne. Ah, ça donne le tournis. Je lisais que la ville dépense déjà plus de 500 millions d'euros par an juste pour rembourser les intérêts et le capital. 500 millions qui ne vont pas dans les crèches ou les dos entreprises. Et c'est pour ça que la gestion de cette dette dicte tout le reste. Du côté de Sarah Knafo, Pierre-Yves Bournazel, Rachida Dati ou Thierry Mariani, la réponse passe par une rigueur budgétaire drastique. Rachida Dati parle d'un choc de gestion, non? C'est ça, elle veut imposer une baisse de 3% par an des dépenses de fonctionnement. Ce qui veut dire couper dans certains services. Mais il y a un truc qui m'a frappé dans leur programme, c'est l'arrêt des préemptions immobilières. Pour qu'on soit bien clair, la préemption, c'est quand la mairie achète en priorité un immeuble privé pour en faire du logement social, c'est bien ça? Tout à fait. C'est un outil d'aménagement très puissant, mais qui coûte des centaines de millions d'euros. La droite estime que cet argent public ne doit plus concurrencer le marché privé. Et Bournazel, lui, il a des objectifs chiffrés très précis. Oui, il table sur 4,2 milliards d'économies et il prévoit de vendre pour 4,5 milliards d'actifs municipaux. Mais Sarah Knafo va encore plus loin. Elle propose 9,4 milliards d'économies. Enfin, sur le papier, c'est spectaculaire, mais elle compte faire ça comment?
En divisant par 2 le nombre de fonctionnaires en 10 ans. Attendez, diviser par 2 les effectifs pour une métropole de 2 millions d'habitants, c'est tenable opérationnellement? Ça implique une refonte totale de la mairie. Il faudrait déléguer massivement au secteur privé le nettoyage, la petite enfance. Et elle veut aussi vendre massivement les logements sociaux existants. Et Thierry Mariani, de son côté, Lui, il cible un autre domaine. Il propose de supprimer tous les budgets qui sont partis associés à l'immigration ou à certaines associations pour réorienter cet argent vers l'économie locale. donc la mécanique à droite, on l'a bien comprise. On coupe, on vend, on allège. Mais à gauche, on refuse complètement cette idée de purge comptable. Ah oui, le logiciel est inversé. Sophia Chikirou rappelle que la dette parisienne représente environ 85% du budget annuel et elle compare ça à New York ou Londres qui sont plutôt entre 100 et 200%. Bon, après, comparer le système fiscal de Paris et celui de New York, Ça a ses limites, c'est sûr. Mais c'est pour illustrer une philosophie. Pour la gauche, l'austérité est un poison. le problème, c'est qu'avec la remontée des taux, l'emprunt coûte de plus en plus cher. S'il refuse de couper les dépenses, comment il finance les aides aux commerçants? Par la fiscalité et l'épargne. Sophia Chikirou veut surtaxer massivement les résidences secondaires et les bureaux vides. Mais l'idée la plus novatrice, c'est de mobiliser l'épargne privée. Le fameux livret Paris Solidarité? Exactement. Ou le fonds participatif d'Emmanuel Grégoire. Mais attendez, comment ça marche? La mairie devient une banque? Dans un sens, oui. Au lieu de placer votre argent sur les marchés financiers via une banque classique, vous prêtez à la ville. Et la ville utilise cet argent pour, disons, racheter des murs commerciaux et installer des artisans à des loyers abordables, tout en vous versant des intérêts. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? Parce que là, on parle de milliards, mais pour le fleuriste du 11e ou le restaurateur du 18e, ça se traduit comment dans leur boutique? On peut diviser les solutions en 3 dynamiques. D'abord, on a les libérateurs. Ceux qui enlèvent le gilet lesté. Voilà. Rachida Dati propose un principe juridique majeur, le silence vaut acceptation, avec un délai de 3 semaines pour l'administration. C'est un renversement complet. Aujourd'hui, si la mairie ne répond pas pour une terrasse, ça veut dire non. Demain, ça voudrait dire oui. C'est ça. On transfère la pression sur la bureaucratie. À côté de ça, Pierre-Yves Bournazel veut créer 27 000 places de livraison et rendre la première heure de stationnement gratuite en surface. Et Sarah Knafo utilise l'arme fiscale. Elle promet de diviser par 2 la taxe foncière dès 2026. Pendant que Thierry Mariani propose des zones franches défiscalisées et un fonds de 50 millions pour reprendre les locaux vacants. Bon, ça c'est le camp de la dérégulation. Mais pour les autres, les protecteurs, tout ça, c'est jeter de la viande fraîche aux requins de l'immobilier. Eux, ils veulent intervenir directement sur le marché foncier. Sophia Chikirou propose que la ville achète au moins 150 locaux privés par an. J'imagine que le but n'est pas de faire du profit sur les loyers. Au contraire, le loyer serait fixé à hauteur de 5% du chiffre d'affaires du commerçant. Ah, donc si le commerçant a un mois difficile, son loyer baisse mécaniquement. C'est exactement l'idée. C'est un bouclier anti-spéculation. Emmanuel Grégoire, lui, préfère la voie réglementaire. Il veut instaurer l'encadrement strict des loyers commerciaux. Mais il a le droit de faire ça? Une mairie peut s'immiscer dans des contrats entre entreprises privées? Non, juridiquement, la ville n'a pas cette compétence. Il faudrait faire changer la loi au niveau national. Donc c'est une promesse qui dépend d'une victoire à l'Assemblée nationale. C'est une grosse incertitude. Et d'ailleurs, en épluchant ces dossiers, j'ai trouvé un truc assez paradoxal chez Pierre-Yves Bournazel. Il a un discours très libéral, très pro-business, mais il propose lui aussi que la mairie achète des locaux commerciaux. C'est pas contradictoire? C'est une nuance super intéressante. Il est contre l'encadrement des loyers, mais il reconnaît que le marché libre a des défaillances, notamment la monoactivité. Quand il n'y a plus que des banques ou des fast-foods dans une rue. Voilà, donc il veut allouer 35 millions d'euros pour que la ville rachète des baux vacants et les reloue à des artisans avec des tarifs progressifs. Le commerçant ne paierait que 25% de la valeur locative la première année. Mais comment un candidat qui veut réduire la dette finance cette dépense publique? Eh bien, il explique que cet argent viendrait directement de l'arrêt des préemptions de logements dont on parlait au début. On arrête d'acheter des appartements et on achète des rez-de-chaussée commerciaux à la place. C'est un arbitrage très clair. Mais tout à droite, Sarah Knafo n'est pas du tout sur cette ligne hybride. On est sur un désengagement total. Si l'on relie cela à la situation globale, sa logique est binaire. La mairie n'est pas un agent immobilier. Elle veut donc revendre au privé les quelques 150 locaux commerciaux que la ville possède déjà. C'est le choc des visions. D'un côté, une mairie qui vend ses murs pour laisser respirer le marché,
De l'autre, une mairie qui achète la ville mètre carré par mètre carré pour abriter ses artisans. C'est le grand clivage classique entre économie libérale et dirigée. Sauf que c'est là que cela devient vraiment intéressant. Il y a une partie de l'échiquier politique qu'on n'a pas encore évoquée. J'ai lu les programmes des listes d'extrême gauche et j'ai cherché la partie sur les aides aux patrons de PME, sur la trésorerie. Et vous n'avez rien trouvé? Rien. C'est un oubli de leur part. Ils ont oublié le petit commerçant. Non, non, ce n'est pas un oubli du tout. C'est une cohérence idéologique totale. Pour Marielle Saulnier de Lutte ouvrière, Blandine Chauvel du NPA ou Maëlle Pierroux-Guimbaud du Parti des travailleurs, l'entrepreneur à protéger n'existe pas dans leur grille de lecture. Mais comment on peut vouloir gérer Paris en ignorant les gérants de nos boulangeries ou de nos librairies? Parce que pour eux, cette élection n'est pas un exercice de gestion comptable. C'est une tribune pour la lutte des classes. Aider un patron, même un petit patron de quartier, c'est graisser les rouages du capitalisme. Leur programme s'adresse uniquement aux travailleurs. Aux employés des commerces, donc. Le manutentionnaire, le vendeur. Voilà. On exige des hausses de salaire, on améliore les conditions de vie de la classe laborieuse. Pour vous donner une idée du rejet de l'institution, Marielle Saulnier a dit publiquement, concernant la gestion quotidienne de Paris, « Je ne vais rien faire en fait ». Le message a le mérite d'être clair. Donc, la survie de la petite boutique face à Amazon, c'est pas leur sujet. Pas du tout. Et niveau financement, on oublie les débats sur la dette. Eux, ils veulent récupérer les profits des grandes fortunes et mettre fin à l'économie de guerre de l'État central pour redistribuer cet argent. En fait, on réalise que selon le bulletin glissé dans l'urne en 2026, on ne vote pas du tout pour la même chose. Pour certains, on élit un super syndic de copropriété. Et pour d'autres, on enclenche le renversement du système capitaliste mondial. Cela soulève une question essentielle, je trouve, sur notre rapport à la ville. Faut-il démanteler l'État local pour libérer le commerciant? Faut-il muscler la collectivité pour le protéger? Ou rejeter le système en bloc? Chaque approche a sa propre logique. Et surtout, chaque logique a un coût massif. Tout à fait. Mais il y a un angle mort dans tous ces programmes. Quelque chose qui plane au-dessus de ces milliards d'euros d'investissement. Ah oui. Et c'est quoi? C'est de savoir si, indépendamment des décisions de la mairie, le modèle traditionnel du petit commerçant est encore viable à long terme. Dans une métropole mondialisée, oui, c'est la question qui fâche un peu. Entre la livraison instantanée qu'on utilise tous, le télétravail qui vide les quartiers d'affaires la semaine, Exactement. le comportement des consommateurs a muté. Est-ce qu'on n'est pas en train de débattre sur des pansements alors que le corps urbain a déjà génétiquement changé? Au fond, la survie du fromager ou du libraire de notre rue, elle dépend peut-être beaucoup moins des décrets signés à Hôtel de Ville que de l'endroit où on choisit, nous, tous les jours, de cliquer et de dépenser notre argent. C'est en tout cas une pensée à garder en tête la prochaine fois qu'on passera devant une vitrine au rideau baissé.